Lors de la plénière de ce lundi, adopté à l'unanimité les projets de loi portant sur la répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Reportage signé par Gilles Lembi. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi sur la répartition des sièges. La plénière du lundi 5 juin a été consacrée à l'examen et l'adoption du rapport de la commission PAJ relatif à la répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. À l'issue de la plénière dirigée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et au terme du vote nominal, la plénière a adopté les projets de loi sur la répartition des sièges. Au finish, cette loi a été votée à l'unanimité de 361 députés et en pris part au vote. À en croire le député national Augustin Moulumba, président de la commission politique, administrative et juridique, ce projet de loi est le dernier parmi les tests qui accompagnent la CENI dans l'organisation des élections générales en décembre prochain. La centrale électorale a produit un travail de titan, un travail technique à la hauteur de sa tâche. Les provinces à problème dont Nord Kivu et Maïndombe, les sièges ont été réservés tels qu'on avait enrôlé en 2018. Kwamut garde ces deux sièges, Masisi et Rutshuru ont chacun 7 sièges. Le total fait 16 sièges et le calcul est fait l'ensemble pour 480 sièges, dont la République a pris la tâche de laisser à ces provinces à problème 16 sièges, a-t-il déclaré en substance. La problématique a été partiellement résolue en attendant l'enrôlement des électeurs lorsque la sécurité sera rétablie dans ces territoires troubles du pays. Pour ce qui est de la loi sur la répartition des sièges, les amendements de la PAJ ne concernaient que la forme, notamment la réécriture de certains articles, mais aucun chiffre n'a été modifié. La CENI a prouvé par sa capacité sa bonne foi parce que les éléments à notre disposition prouvent qu'aucun chiffre n'a été erroné. Et la commission PAJ a tablé sur les amendements de forme. S'agissant de l'enrôlement dans les territoires à problème, la responsabilité revient au gouvernement qui doit d'abord y restaurer la paix, sécuriser les personnels de la CENI qui doit déployer son matériel et procéder aux opérations d'identification et enrôlement des électeurs. La commission PAJ agit la nuit du 5 juin pour apprêter la monture amendée et à soumettre dès ce mardi 6 juin 2023 au Sénat pour seconde lecture. Restons toujours à l'Assemblée nationale où, après l'audition de l'honorable Daniel Safou par la commission ad hoc, l'élu du Moamba attend d'être fixé sur son sort. Le détail dans ce reportage. L'essor du député national Daniel Safou reste suspendu aux délibérations de la commission spéciale et temporaire chargée de son audition, travail qui a eu lieu ce lundi 5 juin dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Après son audition, les membres de la commission ad hoc se retrouvent ce mardi 6 juin pour délibérer et rédiger les rapports à soumettre à la plénière qui statue en dernier ressort. Pour la députée nationale Grace Nehema, rapporteur de la commission, la séance du jour a été essentiellement consacrée à l'audition du député national Daniel Safou. Nous le félicitons d'abord pour le courage. Il a été invité, il était avec nous, nous l'avons auditionné et nous allons faire notre rapport comme commission spéciale. Après le rapport, ça va passer à la plénière. Donc tout ce que vous voulez connaître sera après le débat en plénière. Membre de la commission ad hoc, le député national Pauline Odiane a embrayé dans le même sens. Parlant du déroulement de l'audition, le député Paulin Odiane a fait remarquer que Daniel Safou était à l'aise. Le président de la commission lui a donné la latitude de s'exprimer librement sur ce qui s'est réellement passé. Parole a ensuite été accordée au député initiataire de la motion d'information. À la fin, Daniel Safou a répliqué à toutes les accusations. Voilà, Carlos Robles, ambassadeur d'Espagne, reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Au centre de leur entretien, l'Espagne appelle le Rwanda à cesser immédiatement son appui au M23. Reportage de Jean Pinjodji, rendu par Mario Ambongo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu dans son cabinet de travail ce mardi 6 juin 2023 l'ambassadeur d'Espagne accrédité en République démocratique du Congo. L'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays
et les différents voyages effectués par le VPM de la Défense nationale étaient au cœur de leurs échanges. C'était une occasion pour l'ambassadeur Carlos Robles Faga d'appeler le Rwanda à cesser immédiatement son appui au M23 et à une évolution de la feuille de route de Luanda. Je voulais voir quelle est un peu la situation avec lui, l'évolution du processus à l'Est, et lui expliquer les possibilités de collaboration avec l'Espagne. Pour nous, la stabilité, l'intégrité territoriale de la RDC, c'est un élément essentiel de notre relation avec vous. Nous pensons qu'il faut avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC. Nous appuyons des efforts de plusieurs pays dans ce sens-là. Nous espérons que l'appui de Rwanda cesse le plus immédiatement. Nous espérons qu'il y a une évolution et un respect des accords sur le futur du M23, son cantonnement, comme ça a été accordé. Mais écoutez, nous faisons partie de l'Union européenne, nous sommes partie de l'ONU et nous appuyons à travers les organisations les efforts des uns et des autres pour qu'on arrive à un accord qui respecte les intérêts fondamentaux d'une nation amie comme la RDC, et ça veut dire exactement... Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont ensemble co-animé un briefing presse ce lundi 5 juin autour de la visite du président Félix Antoine Tshisekedi en Chine, suivant ce reportage de Jules Limbi. Prenant la parole en premier, Patrick Mouyaya a salué une visite d'État historique effectuée en Chine par le président de la République. Il a souligné la signature de plusieurs mémorandums entre le ministre sectoriel de deux pays. Beaucoup de choses ont été faites en marge de cette visite, notamment la signature de plusieurs mémorandums entre le ministre sectoriel de deux pays, mais aussi vous avez beaucoup attendu de ce que nous avons appelé partenariat global et stratégique, parce qu'avec cette puissance mondiale, nous tenons à relancer notre coopération. Il y a lieu de spéculations qui ont été faites avant le départ, tendant à réduire la portée de cette visite historique jusqu'à la renégociation autour du contrat. Ce n'était pas le cas, a fait savoir le ministre de la Communication et Médias. Prenant la parole à son tour, Christophe Lutundula a martelé sur le bien fondé du voyage de la délégation ministérielle qui a précédé celui du président de la République en Chine, qui n'était pas celui des négociations. Soulignant le partenariat gagnant-gagnant entre Kinshasa et Pékin et l'intérêt manifesté par la Chine par rapport aux initiatives à prendre en ce qui concerne le minerai stratégique, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a rappelé les principes de base de ces partenariats dont la valorisation des ressources naturelles occupe une place prépondérante. On a signé des instruments juridiques de coopération, des attentes mutuelles, quelques accords. Dans mon secteur, il y a eu un accord de coopération générale, il y a eu un accord d'institution des mécanismes d'accords de suivi par les deux ministères des Affaires étrangères. D'autres instruments ont été signés dans le domaine du numérique, de l'environnement, des médias, a-t-il souligné. Christophe Lutundula a, dans la foulée, martelé sur deux éléments indispensables, même si les instruments juridiques de coopération ont été signés. La première est qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait des projets précis à soumettre à nos partenaires. Deuxième condition, que les Congolais prennent aussi des initiatives. Nous sommes dans une économie libérale, c'est un secteur privé dynamique dont nous avons besoin. L'État trace les cadres, crée le climat des affaires, s'occupe des infrastructures. Il faut des hommes audacieux qui ont de l'imagination, qui créent des richesses, qui créent de l'emploi, a-t-il dit.
Pour sa part, Nicolas Kazadi a rappelé l'objectif de la mission en Chine qui n'était pas celui de signer des contrats, mais celui de relancer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin. Il fallait redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine, aujourd'hui, est l'un des principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseur en République démocratique du Congo. Nous avons donc un partenaire majeur, a-t-il fait savoir. Il a ajouté, en toile de fond de cette visite, il y avait quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet de discussion. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine. Le principal avec TFM avait été déjà résolu. Il y reste celui avec 6 communes. Par ailleurs, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a reçu, après une lourde journée de travail, l'artiste musicien Ferregola. Le détail dans ce reportage suivait. L'artiste, chanteur, auteur, compositeur et producteur congolais Ferregola a été reçu en audience ce lundi 5 juin 2023 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dans son bureau de travail, afin de le remercier pour le travail abattu jusqu'ici dans les sous-secteurs de l'éducation, ainsi que le président de la République, chef de l'État, pour son apport dans la pérennisation et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements scolaires publics. Au sorti de leur entrevue, Ferregola a justifié sa présence au cabinet du ministre de l'EPST. Tant biso tozokola école catholique izalaka gratuit et cause na gratuité, je pense que non bana nyonso faut ba profiter na yango koya ko mona eza pour nous remercier d'abord déjà na musala zo sala et puis yami balé ezali pour nous accompagner ko pesa message en fait il y a gratuité à bana tozana ba fin fond ezana ba mama mususu bazana force ya routine bana kela c'était pourtant tozana gratuité. Donc, Zali pour couper ça le message comme on a et puis je pense que on a proposé excellence tout ça là nous pour accompagner sous Moussala chef de l'État ndenge azo sala Moussala et puis accompagnement à ministre Nabiso Tony Mwaba ndenge azali ministre ou azako ko poussa éducation qui est liboso tout ça pour tout accompagner parce que à venir de demain je pense que c'est l'éducation qu'autant à kelasi koyekola ils vont venir à lobby. Et bah parents photo tchabango pour les sous pour na batindi kabana classe pour na Congo à lobby zali jeunesse. Il s'est de rappeler que la gratuité de l'enseignement primaire concerne les Congolais de toutes les couches sociales, aussi bien au pays que dans les écoles. Parlant sécurité à présent, l'état-major des renseignements militaires des FARDC a tenu ce lundi 5 juin 2023 un point de presse sur les dossiers de l'arrestation de Salomo Kalonda. C'était le 30 mai dernier dans la salle de souvenir du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Ensuite, ce reportage. L'état-major des renseignements militaires des FARDC a été ce lundi 5 juin 2023 devant la presse. Objectif, fixer et éclairer les chevaliers de la plume et de l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'interpellation musclée le 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Ndjili de Salomo Idi Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Les services spécialisés des FARDC reprochent à Salomo Idi Kalonda Dela le fait rapporté ici par le lieutenant-colonel Kangolingoli Patrick, conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires. Nous poursuivons pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Nous les poursuivons également pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Et nous les poursuivons pour la toute dernière fois pour atteindre à la sûreté intérieure de l'État. Au cours du point de presse organisé dans la salle des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie, Faisant suite aux audiences foraines qualifiées des pédagogiques organisées par le tribunal militaire de garnison d'Ouvira en matière pénale au premier degré à Minembwe. Depuis le 30 mai dernier, le tribunal vient de rendre ce lundi 5 juin son jugement. de défense dans la commune de la Gombe, le colonel Kangoli a mis à jour la complicité de Salomo Idi Kalonda avec les M23 et les officiels de Kigali. Monsieur Salomo Idi Kalonda était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Selon les informations recueillies,
Rentrez. Flou. Portez. Imagine. Faisant suite des audiences foraines qualifiées de pédagogiques organisées par le tribunal militaire de garnison d'Ouvira en matière pénale au premier degré, nous sommes à Minembwe depuis le 30 mai dernier. Le tribunal vient de rendre ce lundi 5 juin les jugements comme suite. Soldat de première classe Kaboui Kambaya Michel de la 12e brigade qui a été poursuivi pour meurtre et extorsion. L'auguste tribunal le condamne à la peine à perpétuité, une amende de 200 000 francs congolais ainsi que 10 000 $ pour l'indemnisation en faveur de la partie civile. Soldat de première classe Kongolo Kouli, Jérémy de la 12e brigade de réaction rapide, poursuivi pour extorsion. L'auguste tribunal le condamne à 10 ans de servitude pénale et une amende de 200 000 francs pour des frais de justice. L'adjudant Janabo Massimuta, régiment ayant été poursuivi pour meurtre, l'auguste tribunal le condamne à perpétuité avec 350 000 francs congolais comme amende. Soldat de première classe Banda Kichambula de la 12e brigade de réaction rapide poursuivi pour vol à main armée auquel le tribunal le condamne à 20 ans de servitude pénale avec 350 000 francs congolais comme amende. En effet, la population civile de Minembwe a marqué son remerciement à la justice militaire ainsi qu'à l'armée régulière en général pour les peines infligées aux inciviques militaires qui prouvent que l'armée ne peut, sous peine aux trahisons, tolérer l'impunité en son sein. Après s'être rendu auprès de l'armée congolaise, 12 combattants Maï-Maï, dont 2 mineurs, ont été remis ce lundi 5 juin 2023 auprès du programme de désarmement, de démolition, relèvement communautaire et déstabilisation section Béni. On suit ce reportage. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous dans notre zone opérationnelle, donc les secteurs opérationnels Sokola 1 Grand Nord. Vous êtes sans ignorer que le commandant suprême des FARDC avait montré sa bonne volonté d'instaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il a été mis en place les programmes de désarmement et de réinsertion, ce que nous avons appelé PDDRCS. Localement, ici à Béni, nous avons un coordonnateur qui est avec moi ici. Et nous avons travaillé dans plusieurs zones opérationnelles où nos forces armées ont fait un travail de qualité. Et parmi les opérations qui ont fait à ce que d'autres groupes se rendent auprès de nos militaires, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter au moins 12 de nos compatriotes qui étaient en brousse, qui ont commis beaucoup d'exactions, mais ils se sont dit, fini, nous allons faire la paix. Ils sont au nombre de 12 et qui vient de différents groupes armés, dont AFPP, AP de Kabidon et UPLC de Mayani et aussi Ndouma Renouveau de Guidon. Aujourd'hui, nous les avons accueillis comme une armée professionnelle, tout en respectant leurs droits. Nous avons jugé bon de les remettre officiellement entre les mains de cette structure officielle instaurée par le gouvernement congolais pour continuer le processus. Ils sont là avec 3 armes de guerre de type AK-47. J'espère que c'est juste le début. C'est un message fort que nos compatriotes ont lancé à l'armée pour accepter l'appel non seulement de l'armée mais aussi de service PDDRCS. En outre, la journée mondiale du vélo a été célébrée à Kinshasa ce dimanche. GHS Sarel et la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa l'ont célébré à travers une balade de vétérans et une course de professionnels de plusieurs kilomètres. Le vice-ministre de la Santé, le docteur Serge Emmanuel Olen, a rapporté à l'assistance le bien-être du cyclisme pour les corps et mains. En suit cet élément.
La journée mondiale du vélo a été célébrée à Kinshasa. La Ligue provinciale du cyclisme de Kinshasa l'a célébrée à travers une balade des vétérans et une course de professionnels de plusieurs kilomètres dans la ville. Le vice-ministre de la Santé, le docteur Serge Emmanuel Olen, qui a donné le coup d'envoi, a personnellement participé à cette activité. Médecin de formation, Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, a rapporté à l'assistance le bien-être du cyclisme pour le corps humain. Entre autres, la réduction de 40% de risque de développer un diabète de type 2 et le meilleure vascularisation dans toutes les parties du corps. Le vice-ministre de la Santé a fait un plaidoyer pour la construction des routes dans la capitale qui tiennent compte de la circulation à vélo. Passionné de cette discipline sportive, le vice-ministre de la Santé veut que la représentation de la RDC à la Coupe du Monde puisse accroître, célébrée sous le thème « Les bienfaits du vélo sur la santé ». Cette activité a coïncidé avec les 100 ans de la ville de Kinshasa. Le prix spécial Robert Olen a été remis aux 3 premiers et à tous les participants. Il faut noter que les organisateurs ont fait assurer tous les athlètes pour une bonne prise en charge en cas d'accident. Il faut savoir qu'ici ce n'était pas une course, c'était une balade, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. L'essentiel était de franchir la ligne d'arrivée. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, je cours souvent avec eux. Je cours souvent avec les cyclistes, je cours avec la team Baliba avec qui on fait 80 km. Eux, ils sont un peu plus en avant, ils font 150 km. Mais l'idée, c'est de reprendre avec tous les jeunes cyclistes, bien sûr. Et donc, mon vœu, c'est d'avoir au moins 10 cyclistes pour la Coupe du Monde au Rwanda. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que j'ai interpellé les autorités de la ville. Nos routes ne permettent pas de bien circuler. C'est pour ça que nous, souvent, on va au-delà de l'aéroport. Mais comme j'avais dit, c'est un plaidoyer parce que nous aussi, nous avons droit à la route. Et je suis content aujourd'hui, on a été les maîtres de la route. Les agents de la DGI sous la coordination du syndicat majoritaire CDT ont tenu leur assemblée générale des décisions pour aller en grève générale et illimitée sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette assemblée générale, les vice-premiers ministres de la fonction publique les a invités pour l'harmonisation en faveur de la paix et la prime du dépassement des mobilisations de recettes. Alain Noka, reportage. Au cours de leur assemblée générale tenue ce mardi 6 mai, les agents de la DGI ont levé l'option d'aller en grève tel que promis le syndicat Confédération démocratique du travail CDT à cause de la cupidité et l'insolvabilité du gouvernement via le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a refusé de payer les agents de la DGI la prime du dépassement des mobilisations des recettes fixées à 6%. Ce qui a débordé les vases dans ce dossier, le ministre Nicolas Kazadi a pris un arrêté d'abrogation annulant son propre arrêté qui accordait aux agents de la DGI 6% après avoir dépassé les assignations. Cet agir du ministre Nicolas Kazadi, selon les agents de la DGI, ne peut être impuni, d'où la déclaration de la grève qui va commencer après l'invitation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lihaou, qui veut sauver la situation de son collègue encerclé par les syndicats. L'arrêté d'abrogation du ministre Nicolas Kazadi annulant son propre arrêté d'octroyer 6% de la prime de mobilisation des recettes de la DGI est à la base des levées de boucliers par les agents de la DGI, ceux de la DGDA et de la DGRAD. Et si le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lihaou ne trouve pas la solution pour sauver son collègue Nicolas Kazadi et sauver le gouvernement, les agents des régies financières vont aller en grève générale et illimitée sur l'ensemble du territoire national. Nous avons dit aux agents et cadres que nous devons aller, comme il nous a ouvert la porte, nous devons aller les rencontrer pour savoir ce qu'il a comme message à nous dire. Si c'est pour rencontrer la volonté des agents et cadres de la DGI, là nous allons marcher. Si c'est pour, comme eux-mêmes l'ont dit, pour une diversion, là nous allons lancer les mots de grève demain. Demain, à partir de 10h, nous avons pris rendez-vous avec eux pour que ces messages-là soient passés. Ce sera un message de grève. Affaire à suivre.
Et puis à Mbujimayi, 3 parcelles appartenant à la famille Alidor Moussassa Chibi, dans la province de Kasaï oriental, confisquées depuis 7 ans en faveur d'un certain Raphaël Tchombe, propriétaire de l'hôtel du Tarmac, toujours dans la même province. La famille vivante à présent à la Belle Étoile lance un cri d'alarme au ministre de la Justice, Rose Mutombo, afin que justice leur soit rendue face à celui qui s'est dit être l'homme fort de la province. C'est en évoquant les cas d'une dette dont l'un des membres de la famille Alidor Moussassa Chibi aurait contracté auprès de lui, dette dont les montants n'a jamais été dévoilé, ni les documents l'attestant brandi, que messieurs Raphaël Tchombe, propriétaire de l'hôtel Tarmac dans la province de Kasaï oriental, décide d'user de ses moyens et de sa position sociale pour mettre à genoux toute une famille. Et c'est après un procédé honte que 3 parcelles appartenant à la famille Alidor Moussassa seront saisies en faveur de cet homme fort de la province au nom de Raphaël Tchombe. La première située au numéro 14 de l'avenue Chimboulou dans la commune d'Elakanchi, la deuxième au numéro 9 de l'avenue Lukonji et la troisième sur l'avenue Gemena numéro 49 dans le quartier Kalungu dans la commune de Bipemba. 2016. C'était un certain 3 octobre 2016. Nous étions chez nous à la maison quand tout d'un coup nous avons vu une jeep avec des policiers venir nous déguerpir. Et en tête de ce carnage, un monsieur qui se dit être les nouveaux propriétaires de notre parcelle et qui dit où que nous amenions les dossiers, nous ne saurons faire poids face à lui ni obtenir gain de cause. Des dossiers amenés en justice concouraient en notre faveur alors que le procureur Pongo dirigeait l'affaire. Mais c'est après son départ pour Kinshasa que tout a été retourné en notre défaveur tout en favorisant ce dernier. Et pour boucler la boucle, Henri Lissumbu, président provincial de l'association de chauffeurs de Kinshasa, ACO en sigle, a réagi par rapport à la grève des chauffeurs observée ce lundi 5 juin 2023. Henri Lissumbu explique les raisons de cette grève, entre autres les tracasseries et les mauvais comportements des agents de la circulation routière. Il est au micro de Raïssa Boula. Cela a été prévisible, la grève des chauffeurs, parce que nous avons écrit, conformément à tout ce que nous sommes en train de vivre sur la voie publique, donc la tracasserie des éléments de la PCE, des éléments qu'on appelle communément Oudjana, et de ceux de GMI. Donc ce sont ces éléments-là, ces services-là qui tracassent les chauffeurs à longueur de journée. Mais il s'est ajouté encore un service, ça veut dire l'association des chargeurs, qu'on a illégalement implanté dans les parkings de la ville de Kinshasa. Et nous avons expliqué à l'autorité tout ce qui nous dérange et nous avons présenté nos désidérata. C'est ainsi que nous sommes dans les réunions et le gouverneur de la ville nous a demandé de suspendre le travail parce que nos doléances allaient avoir de solutions. Et nous demandons aux chauffeurs de la ville de Kinshasa de reprendre le travail pour permettre à ce que nous puissions servir cette population que nous avons toujours, comme d'habitude, servi. C'est un peu ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, il s'agit de deux structures qui sont dans les parkings. La ville a pris un train de mesures demandant à la JACO d'aller prester dans les parkings des biens et à la SECO dans les parkings des personnes. La seule différence est que la JACO, pour avoir sa personnalité juridique, s'est adressée au ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Alors que la SECO, pour avoir sa personnalité juridique, a reçu son avis favorable du ministère des Transports. Or, les parkings sont gérés par le ministre des Transports qui relève du gouverneur de la ville, qui est le patron numéro 1
de la ville de Kinshasa. Donc nous dépendons du ministre Mbokoso, qui est le ministre des Transports, alors que la Chacos dépend de M. Iloa, qui est le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Petites et Moyennes Entreprises. C'est ça la différence. Fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur les antennes de Kanakin Télévision, la télé vérité. Au revoir.